écouter. Bonjour toutes auditeurs et auditrices Radio RFA. Nous allons commencer donc émission nous bon matin. Là c'est Robert Saïe qui va présenter nous l'actualité internationale et la partie déconstruction. Bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Comme d'habitude, nous nous retrouvons chaque semaine pour commenter un fait d'actualité nationale, un fait d'actualité internationale et faire un travail de déconstruction. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un accident qui s'est produit sur le grand port de Fort-de-France, portique qui s'est plié. Ensuite, pour ce qui concerne la France, la polémique sur la pose de drapeaux palestiniens sur les mairies françaises, sur le fronton des mairies françaises, et en matière de déconstruction, des grilles d'analyse alternatives pour interpréter la réalité. Donc voilà pour le programme. On commence tout de suite avec l'accident sur le portique qui s'est produit le 18 septembre sur le Grand Port. Donc il y a un portique dernière génération qui s'est plié. On a eu heureusement que de blessés légers, ça aurait pu être plus grave, mais le plus intéressant à tirer comme leçon, c'est la question du mode de développement, des illusions qui sont développées et puis des dangers qui pèsent sur notre économie à cause de ces conceptions qui sont développés. Alors, il s'agit de deux portiques de nouvelle génération capables de traiter des bateaux de très grande capacité et qui ont été financés à 50% par la collectivité territoriale de Martinique, la CTM, pour un coût total de 38 millions d'euros. Ces portiques-là ont été créés développés par un consortium franco-chinois qui, basé à Shanghai, a construit ces portiques. Le but, affiché par la CTM qui a financé, et l'État français et l'Europe, c'est de favoriser la compétitivité du port et d'accompagner en puissance les flux maritimes, notamment sous l'impulsion de la CMA, CGM, les sociétés qui font le fret. Déjà, nous voyons que ce type d'infrastructure présentée comme nécessaire pour la Martinique ne nous concerne en rien. Et il faudrait poser la question aux financeurs, à l'Europe, de donner un exemple d'un Martiniquais, d'une Martiniquaise qui a pu bénéficier des retombées de ce grand port. Ah, vous allez me dire, oui, mais les béquets, oui, c'est ça. La caste dominante qui est impliquée dans les circuits économiques européens, français, et qui tire au bénéfice de tout ce commerce international, oui, très certainement, ils vont en tirer profit. Mais je parle du peuple martiniquais, des travailleurs, des artisans, qui, parmi les habitants martiniquais qui sont soumis à la caste et au colonialisme français, a bénéficié de ces 38 millions d'euros investis. Posons-nous la question. Si nous avions possibilité de décider que ces 38 millions-là soient investis pour développer l'autosuffisance alimentaire, l'accompagnement au désenclavement des petits producteurs, la conservation des produits locaux, est-ce que la Martinique n'aurait pas fait un bond économique
conséquent, est-ce que les Martiniquais n'auraient pas bénéficié? Non. Ça a été décidé par des Européens avec l'accord des élus qui acceptent le plan européen, les illusions de développement et capitalistes et impérialistes, en faisant croire qu'il y aura ruissellement une retombée sur les Martiniquais. Donc ça, cet accident nous montre la fragilité du système. Parce qu'il y a un accident et puis tout est évaporé. Tout ce qu'on nous faisait miroiter comme retombée, ça disparaît, c'est bloqué pour quelque temps. Mais est-ce que finalement c'est une bonne ou une mauvaise chose? Parce que ça nous fait prendre conscience de notre dépendance en matière d'import et d'export. Et que si il y avait une économie autocentrée endogène, nous serions moins vulnérables. Donc cet accident doit nous permettre de tirer des leçons quant au mode de développement qu'on nous vante et qui sont fragiles, non pas seulement pour nous Martinique, mais globalement, ce système-là. Dans l'actualité internationale, on a parlé des blocages qu'il y a eu dans les aéroports en Europe, parce que les hackers ont pénétré les systèmes qui permettaient de traiter l'arrivée des passagers. On est victime des hackers, des faiblesses de l'informatique. On a parlé récemment de cette technique pour piller les cartes bancaires. Je profite pour vous donner l'information. Vous avez votre carte bancaire dans la poche, dans votre sac. Maintenant, il y a des appareils suffisamment sophistiqués pour que quelqu'un se colle à vous et fasse des dépenses sur le compte de votre carte bancaire, sur le principe des paiements sans contact. Donc, ce modèle-là, c'est un modèle fragile qu'il nous faut absolument mettre de côté pour penser des alternatives de développement économique. C'était ce que je voulais faire comme commentaire sur la question nationale. Pour ce qui concerne l'international, c'est cette fameuse polémique concernant la pose des drapeaux palestiniens sur les mairies en France. Alors, tout est venu d'un tweet fait par un dirigeant du Parti socialiste qui dit, bon, le 22 septembre, un certain nombre de pays, européens notamment, vont reconnaître l'État palestinien. Et il faut fêter cette grande avancée, cet événement. Donc, je propose que toutes les mairies mettent un drapeau palestinien devant leur fronton. Tout de suite après, le ministre d'extrême droite, Bruno Retailleau, envoie une circulaire à tous les préfets pour dire faites de sorte que ces drapeaux-là ne soient pas posés. Alors, les motifs, c'est que c'est une atteinte au principe de neutralité du système public, du service public. C'est une ingérence contraire à la loi, parce que les compétences internationales appartiennent à l'État. Les mairies ne doivent pas faire quelque chose qui a un rapport avec les compétences de l'État concernant l'international. Et que cela, en plus, peut provoquer des troubles graves à l'ordre public. Le fait de mettre des drapeaux palestiniens sur les mairies, parce qu'enfin, on va reconnaître l'État palestinien. Alors, évidemment, beaucoup de gens ont dénoncé cela comme totalitaire, fasciste, et certains ont dit, nous allons le faire, nous allons mettre quand même, parce que c'est une atteinte aux compétences des mairies qui peuvent décider de commémorer un événement. Et beaucoup de gens rappellent que depuis février 2022, il y a beaucoup de mairies en France qui ont un drapeau ukrainien aux côtés du drapeau français bleu, blanc, rouge. Et il y a même un
opposant qui avait lutté pour qu'on fait une procédure judiciaire pour qu'on ne mette pas le drapeau ukrainien, parce qu'il était contre la guerre en Ukraine et tout, le tribunal lui a donné tort et en 2024, le tribunal administratif de Versailles indiquait que le pavoisement du drapeau bleu et or de l'Ukraine, c'était un symbole de solidarité envers une nation victime d'une agression. Donc le tribunal donnait raison et disait que non, on ne doit pas retirer le drapeau ukrainien. On pourrait parler de jurisprudence. Mais comment comprendre que tous ces gens-là acceptent la présence du drapeau ukrainien? Ça ne nuit pas à l'ordre public, rien. Et puis que, parce qu'il s'agit du drapeau palestinien, le ministre de l'Intérieur ordonne au préfet de prendre des mesures, des arrêtés pour interdire de mettre un drapeau palestinien. Est-ce que ce n'est pas une nation agressée? Est-ce que ce n'est pas un acte de solidarité, comme ça a été dit par le tribunal de Versailles? Non. Cette question-là, qu'est-ce qu'elle révèle? Elle révèle qu'il y a un clivage profond en France sur la question palestinienne. Et ce clivage-là traduit un clivage international où tout le bloc impérialiste occidental, tous ceux qui défendent le fascisme international, ont fait de la question palestinienne une question d'honneur. Il ne faut pas qu'ils gagnent, il faut qu'ils écrasent, il faut aider Netanyahou à tuer le peuple palestinien pour que nous puissions continuer à dominer le monde. Et de l'autre côté du clivage, tous les peuples du monde qui disent mais c'est pas possible qu'on massacre des civils comme ça, non, il nous faut faire quelque chose en tant qu'humains. Et on remarque que les mêmes gouvernements qui prétendent donner des leçons de démocratie, de liberté pour les Tibétains, pour les Ouïghours, etc., fait pour tout ce qui ne les concerne pas, se mobilisent pour soutenir un génocide et empêcher que les peuples montrent leur solidarité avec des gens qui sont victimes de génocide. C'est ce clivage-là qui est. Et ça va loin. Déjà, il faut nous dire que la reconnaissance par la France et certains autres pays du 22 septembre là, comme État palestinien, comme État à l'ONU, c'est un recul qu'ils ont été obligés de faire pour essayer d'étouffer les protestations qui se font partout dans le monde. Donc pour montrer que, bon, on ne peut pas montrer notre vrai visage, on va dire qu'on reconnaît, mais, on l'avait déjà dit la semaine dernière, sur des bases réactionnaires illégales, parce qu'on met des conditions. Nous allons reconnaître l'État palestinien si, dans la mise en œuvre de cette résolution, on interdit que le Hamas puisse se présenter aux élections, puisse jouer un rôle. Dans quel autre pays du monde, vous avez déjà entendu qu'on conditionne la reconnaissance de la souveraineté au fait qu'une force politique ou une autre ne soit pas présente? Est-ce que l'Afghanistan n'est pas reconnu comme État? Qui c'est qui est au pouvoir? Les talibans. Est-ce que l'ONU dit, nous refusons de reconnaître l'Afghanistan comme État du monde, membre de l'ONU, puisqu'il y a des talibans au pouvoir. Donc s'ils veulent qu'on les reconnaisse ou qu'on annule la reconnaissance, il faut qu'il y ait... On voit bien que c'est un recul démagogique pour se donner bonne conscience tout en continuant à armer et à financer le génocide. Alors, je dis que déjà c'était une reconnaissance frelatée. Malgré ça, il y a tentative de faire que la France ne fasse même pas ce petit pas hypocrite-là. Il y a une pétition d'une centaine de personnes, évidemment, c'est des réactionnaires, des Charles Gainsbourg, c'est des gens riches, des gens inutiles, hein, des gens qui soutiennent le sionisme,
qui demandent de m'affaire, même ce petit pas-là, ils ne sont pas d'accord avec. Et donc, il y a bien cette scission qui se fait entre le monde réactionnaire, le monde impérialiste et les peuples. Alors, pour illustrer quand même la réalité de cette division de terrain, peut-être ne l'avez-vous pas su, mais quand les compatriotes martiniquais, Lilith et Chacha, son compagnon, ont fait une marche pour dénoncer le crime du chlordécone, ils marchaient avec le drapeau rouge, vert, noir martiniquais. Eh bien, il y a eu des incidents à 2 reprises. Pourquoi? Parce que le drapeau martiniquais ressemble au drapeau palestinien. Le drapeau palestinien a juste une bande blanche de plus entre le vert et le noir. Eh bien, dans une ville, des gens appellent la police pour dire il y a des gens qui marchent avec le drapeau palestinien. Et la police vient. Déjà, le fait d'appeler la police, parce qu'on a vu un drapeau palestinien, montre qu'il y a une haine, vraiment une passion meurtrière, alors qu'il y a un génocide qui se fait. Bon, quand la police est arrivée, elle dit, ah, mais de toute façon, c'est pas le drapeau palestinien, mais bon, de toute façon, vous avez le droit de marcher avec un drapeau. Plus ailleurs, plus loin, des vigiles passent et disent, hé, les Noirs, avec votre drapeau syrien. Arrivés, ils gardent leur voiture et ils agressent la militante qui a le drapeau rouge et noir. Les ignorants, les imbéciles ne savent même pas, ne connaissent même pas les différents drapeaux, mais il y a la haine anti-palestinienne qui est là. Donc, après, ils ont dû s'excuser à plate couture parce qu'il y a eu des mises au point qui ont été faites et tout, mais ce sont des racistes. Et les Noirs, et ce sont des, comme tous les racistes ignorants, et des gens qui sont brutaux, qui sont antidémocrates. Je ferme la parenthèse, j'ai profité pour donner cette information-là, mais pour dire qu'en France, il y a vraiment ce blocage, cette division sur la question palestinienne comme tout le reste du monde. J'ajoute simplement pour terminer sur ce point que c'est une illustration de la fascisation de la société. Comment un ministre de l'Intérieur peut demander à des préfets d'interdire aux mairies de mettre un drapeau palestinien? Parce qu'il faut reconnaître que l'autorité palestinienne est déjà admise dans les institutions internationales. Comment un ministre peut donner des instructions comme ça au préfet? C'est la fascisation qui en marche. Et chaque semaine, on a des éléments comme ça. Bon, on ne revient même pas sur les États-Unis, où Trump fait licencier des procureurs, des maîtres des procureurs, parce qu'ils ont poursuivi des amis, parce qu'ils refusent d'annuler des plaintes qui le concernent. Il décide, Trump, de dire que nous allons retirer des licences de tous les médias qui me critiquent. On est déjà en plein fascisme, je ne continue pas sur cette affaire-là. Et quand même, une petite parenthèse pour dire que le prétexte, on l'a souvent dit, que la France est laïque, république, il faut respecter les préceptes républicains, montre que c'est une méthode de domination de la bourgeoisie réactionnaire. Au nom du laïcisme, de la laïcité plutôt, au nom de la laïcité et du républicanisme, on interdit aux gens de penser, on interdit aux gens d'agir. Et vous allez savoir bientôt que toutes les associations qui demandent des aides, des subventions, sont obligées déjà de signer un papier pour dire « Je m'engage à respecter les lois de la République, la laïcité, etc. » C'est du fascisme pur. Parce que la laïcité, c'est eux qui décident. Dans leur laïcité, ils disent « Nous interdisons à une femme voilée qui veut porter son voile parce qu'elle est religieuse d'aller dans des services publics, d'accompagner son enfant sortir, etc. » C'est ça, leur laïcité. Alors, on demande aux associations, si vous voulez être aidés désormais, il faudra faire allégeance à la laïcité, au républicanisme bourgeois, hypocrite français. Ça commence par les associations.
Mais quand vous allez demander un emploi dans la fonction publique, vous aurez à signer ce papier-là. Bon, bref, je ne vais pas plus loin, c'est pour dire qu'on est en plein fascisme. Je veux justement passer à la question de la déconstruction, parce que le gros problème, c'est que la majorité des gens ne se rend pas compte que c'est un plan organisé, orchestré. Donc la question des grilles d'analyse que nous utilisons, qui jouent dans notre perception de la réalité, il faut qu'on la comprenne, qu'on la détaille, qu'on en discute. Il faut qu'on comprenne qu'il faut nous débarrasser de grilles d'analyse que nous avons inconsciemment pour les remplacer par des grilles d'analyse qui soient humaines, qui soient scientifiques. Mais ce qui se passe au niveau mondial, à propos de la Palestine, justement, c'est un cas très significatif pour illustrer ce thème-là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Nous avions un monde où l'écrasante majorité des gens avaient une grille d'analyse pour analyser la question palestinienne. Il ne fallait pas être antisémite, il ne fallait pas être contre les Juifs, parce que les Juifs ont subi l'Holocauste. Ils ont trouvé un petit terrain pour se réfugier, pour vivre enfin en paix. Et puis il y a des méchants terroristes, des abominables Hamas, des gens du Hamas, du Hezbollah, qui tuent les malheureux petits Juifs qui ne peuvent pas. Donc ils ont le droit de se défendre. Et puis, il est normal que les démocraties leur donnent de l'argent et des armes pour se protéger contre ce monde arabe qui veut les manger. C'était ce que pensait la majorité du monde. Et la majorité du monde ne pouvait pas savoir que ce n'était pas la réalité parce qu'ils ne connaissaient pas l'histoire du sionisme qui commence longtemps avant la Deuxième Guerre mondiale, sous l'égide de la bourgeoisie de Grande-Bretagne, anglaise et allemande. Ils ne savent pas que pendant la guerre, pendant qu'ils persécutaient les Juifs en Europe, les sionistes, les Juifs sionistes, se mettaient d'accord avec les Hitlériens allemands pour envoyer des Juifs dans la terre promise, par qui, je ne sais pas. Bon, bref. Donc, les gens ne savent pas que quand ces Juifs-là sont arrivés dans l'État de Palestine qui existait sur toutes les cartes et que nous chantons à la Noël, quand Jésus-Christ né à la Palestine, bon, etc., que ces gens-là se sont armés, qu'ils ont formé des groupes terroristes, Irgun et compagnie, qu'ils ont massacré, chassé, qu'ils coupaient des têtes de Palestiniens, puis qu'ils passaient dans les villages pour faire les gens fuir, ce qui fait que la majorité des Palestiniens est réfugiée dans des pays alentours. Que les gens ne savent pas que les impérialistes occidentaux ont surarmé Israël pour pouvoir dominer tous les pays arabes et contrôler les ressources pétrolières, les ressources gazières. Et que quand, après la Deuxième Guerre, on a créé l'État d'Israël, il était prévu qu'on crée en même temps deux États. Un pour les Juifs, Israël, et l'autre pour les Palestiniens. On est là dans 48. Hein? Ils ont créé l'État d'Israël. Et puis aujourd'hui, en 2027, Macron dit « Je vais reconnaître l'État de Palestine si le Hamas n'est pas dedans. » Donc la communauté internationale n'a pas joué son rôle. N'a pas tiré de leçon. Pour respecter les droits du peuple palestinien. Donc les gens ne savaient pas ça. Et la pensée unique faisait que leur seule grille d'analyse, quand ils écoutaient, ils voyaient des événements, c'était celle des occupants, celle des impérialistes. Mais il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. C'est l'existence des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui font que, de leurs propres yeux,
de leurs propres oreilles. Les êtres humains voient le génocide barbare. Ils apprennent les atrocités sexuelles faites sur des enfants palestiniens en prison. Ils voient les citernes détruites, ils voient ça de leurs yeux. Tout le monde sait ça. On ne peut plus cacher ça. On dit, mais enfin, même ceux qui étaient pour les Juifs, je dis, mais attends, mais c'est pas possible. Et petit à petit, l'ensemble de l'humanité a été au courant de la vérité. C'est pour ça que les peuples manifestent partout dans le monde contre le génocide pour exiger que les droits des peuples palestiniens soient respectés et que les occupants d'Israël soient châtiés. C'est impossible d'arrêter ça. Des manifestations partout, à New York, en Espagne, partout des centaines de milliers de gens. Ce sera impossible de tromper les gens sur cela. Donc, on s'arrache à une grille d'analyse qu'on avait inconsciemment et qui nous faisait soutenir l'insoutenable. C'est ça qui est de nouveau. Et cela s'ajoute aux mouvements qui se font sur l'ensemble de la planète pour lutter contre l'irresponsabilité des États dans le dérèglement climatique qui produit les catastrophes que nous savons. Ça s'apparente aussi à la chute de la grille sur les espoirs économiques, le capitalisme, le ruissellement. Non, tout le monde voit que c'est la pauvreté. L'ultralibéralisme détruit les services publics, je ne peux plus aller avoir des consultations, etc. Donc, il y a une nouvelle, de nouvelles grilles qui se construisent en opposition avec la grille dominante, la grille d'analyse dominante. Je veux quand même préciser, parce que je dis grille d'analyse, normalement, quand vous allez consulter dans les dictionnaires, qu'est-ce que c'est qu'une grille d'analyse? Une grille d'analyse, c'est un outil qui permet d'évaluer les données, de les structurer de manière systématique. Alors, on décide qu'on veut élaborer un projet, on veut développer une politique. Donc, on a cet outil-là. On prend les données, voilà, de quoi on dispose, voilà, comment on va organiser ça, dans quel délai on peut faire aussi, c'est à cause de quoi, mais qu'est-ce qui va nous empêcher de faire. C'est ça la grille d'analyse. Alors, jusqu'à présent, il y avait une grille d'analyse, inconsciemment pour la majorité, mais ces grilles d'analyse-là, elles étaient pensées. C'était des outils qui étaient consciemment utilisés pour pouvoir viser des politiques, des projets. Dominer le monde économiquement, donc on a une grille, il faut développer des politiques quatrième génération, il faut faire croire aux gens que c'est la consommation qui les rend bien. Donc le projet ultralibéral, le projet bourgeois, le projet capitaliste, le projet impérialiste, a ces grilles avec des savants qui étudient, qui disent il faut faire ça, il faut placer des gens là, il faut former des écoles de telle direction. Et puis, la masse des populations qui étaient formatées par la propagation de ces grilles-là pensaient comme ceux d'en haut. On a expliqué que cela a changé. Donc, on va comprendre qu'il est nécessaire de se débarrasser des grilles d'analyse dominantes qui ont été faites dans des buts d'exploitation, dans des buts de maintien de privilèges, de la supériorité de classe, etc. Il nous faut nous débarrasser de ça, de toutes les idées qui nous ont données. Il faut consommer. La réussite, c'est possible, c'est individuellement, et c'est le résultat d'une compétition. Je suis plus fort, je gagne. Le racisme, je fais partie d'une race supérieure. J'ai le droit de. Je suis un occidental. J'ai des visions xénophobes parce que les immigrés viennent prendre mon travail. J'ai le droit de violer des femmes, de les battre, etc. Parce que le sexe masculin, c'est le sexe dominant, etc. Toutes ces grilles-là, c'est les classes dominantes qui les ont élaborées, propagées,
Et donc, il est indéniable que si on ne se débarrasse pas systématiquement de ces grilles d'analyse-là pour en avoir d'autres, on ne pourra jamais changer le monde, on ne pourra jamais mettre fin aux dominations de classe et aux dominations impérialistes. Alors, il faut, une fois pour toutes, comprendre que il y a un retour sur soi-même à faire, une réflexion sur les idées qu'on a, sur les certitudes qu'on a acquises à l'école, qui nous sont inculquées par les médias. Il faut vraiment qu'on dise, mais attends, est-ce que j'applique la grille de l'autre ou bien j'ai une grille alternative? Et on peut prendre des exemples qui vont que, des fois, des gens qui veulent changer le monde, des gens qui se pensent révolutionnaires, se basent strictement sur la grille de l'autre qui les a pénétrés inconsciemment et donc ils maintiennent le système. Je prends la question du blanc et du noir, du racisme. Qui a inventé la grille qui vise les hommes entre blanc et noir? Est-ce que ça existait dans les tribus africaines? Est-ce que ça existait en Asie, dans les tribus amérindiennes? Non, il y avait des êtres humains qui se voyaient, et les différents noirs, etc. Mais la grille blanc, noir est inventée par le colon européen qui veut une justification pour dominer. D'autant plus qu'ils se disent chrétiens, donc il faut respecter l'homme, etc. Bon, donc il faut qu'on trouve une explication qui dise j'ai le droit de dominer, il suis inférieur, donc je fais blanc, noir. Mais ça n'existe pas comme ça. Et quand le régime de l'apartheid d'Afrique du Sud mettait des grilles pour voir votre origine, pour classer blanc, métis, etc., tout le monde voyait que c'était anti-scientifique. C'était une justification pour maintenir des hiérarchies de classe. Alors si moi je veux changer le monde, si moi je veux établir de nouvelles relations entre les peuples, est-ce que je peux dire tout blanc mauvais, tout blanc c'est des salopes, tout est tout blanc, et puis tout nègre gentil, bon, yo bon, si yo méchant c'est parce que blanc, couillonné yo, donc faut que nous fassions en bas et bas yo, ça veut dire qu'on est prisonnier de la grille de l'autre. Et qu'on maintient le système de l'autre. La grille alternative, c'est de dire, le blanc qui existe, c'est un concept sociologique. C'est pas le pigment qui fait qu'il est blanc. C'est le fait qu'il a un statut social. L'ethnie joue dedans. Parce qu'ils ont mis la hiérarchie en fonction de l'ethnie. Mais en fonction d'une idéologie surtout. Une idéologie suprémaciste. Et une idéologie qui veut diviser les hommes entre eux pour qu'il n'y ait pas un front des peuples pour renforcer la domination des riches blancs. Parce qu'il fait le pauvre blanc dire, oui, je suis blanc supérieur au nègre, mais le pauvre blanc prend autant de fer que le pauvre nègre. Et le jour, vous imaginez bien que je mets entre guillemets blanc, nègre, etc. Donc le blanc existe sociologiquement, et le jour où on aura compris que c'est une question de classe, c'est pas une question de pigment, c'est pas parce que je vois un blanc passer dans la rue que je dois avoir de la haine, si je ne sais pas qu'il s'agit d'un militant qui aide des immigrés en France, de quelqu'un qui est honnête. Bon, bref. J'ai pris cet exemple-là, je ne veux pas rester trop longtemps dessus. Voilà comment joue la grille de l'autre dans notre esprit. Si nous voulons, si nous sommes conséquents, nous devons nous interdire d'employer la grille de l'autre. On a parlé des Juifs tout à l'heure. Alors, nous avons déjà entendu dire des gens, Hitler aurait dû finir le travail. Ça veut dire que vous avez pris la grille d'Hitler et que vous fonctionnez avec la grille d'Hitler. Bon, j'ai rappelé tout à l'heure que Hitler avait des connexions avec des Juifs riches, avec des Juifs sionistes. Mais aujourd'hui, là, il y a des soldats qui se suicident pour ne pas aller tuer des Palestiniens.
Il y en a qui vont camper devant Netanyahou, qui déchirent leur corps de réservistes. Vous dites non. Il y a des gens qui disent nous sommes contre la guerre. Alors il faut les brûler aussi. On va dire à Hitler, allez les brûler aussi, c'est des juifs. Franchement, si on a une once d'humanité, et j'allais dire d'intelligence, on doit dire, oh là 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 là, mais j'étais dans l'erreur. Il faut que nous soyons humains. J'invite tout le monde à lire François Fanon, tous les révolutionnaires du monde, tous les militants, à lire et relire François Fanon, les damnés de la terre, peau noire et masque blanc, pour surmonter ce traumatisme qui les fait adopter la grille de l'autre. Les antisémites, c'est qui? C'est des blancs et c'est des juifs. Pardon, les antisémites, c'est bien ça que je dis. Les antisémites, ce sont des blancs, ce sont des juifs sionistes, parce que quand ils disent « Nous sommes le peuple élu, nous avons le droit de fendre le ventre des femmes palestiniennes, de tuer des bébés, etc. » Ils disent au reste du monde « Nous, juifs, nous sommes des criminels. » Et ils développent la haine contre tous les juifs. Ils développent l'antisémitisme. Alors que c'est leur donner raison, c'est aller dans leur grille. C'est ce qu'ils veulent. La grille alternative nous dit, il y a des êtres humains juifs qui se battent dans des conditions très difficiles contre cette politique sioniste. Ce sont aussi nos frères. Nous devons les défendre. Nous devons les protéger de Netanyahou, de Macron, et Trump. C'est ça la grille alternative. La grille alternative, c'est de toutes les divisions que les classes supérieures ont développées. Le machisme, le sexisme, qui fait qu'il y a des centaines de milliers de femmes violées, assassinées par leurs conjoints. Cette réalité-là, comment nous l'analysons? Avec la grille bourgeoise. Hommes et femmes différents. Hommes et femmes qui s'affrontent. Des noirs. C'est noir contre blanc, mais là c'est homme contre femme. Même quand on dit, oui, c'est pas tous les hommes qui sont méchants, mais les hommes doivent venir aider notre combat. Il faut tuer les Palestiniens parce que avant c'était les Noirs qui étaient oui, oui. Mais pour le cas, sur le cas des hommes-femmes, mais enfin, notre humanité doit nous dire, la grille alternative, c'est de se battre contre toute discrimination économique, de droit, etc., qui est faite entre les hommes et les femmes. C'est sur ce fond-là. Et ce n'est pas des choses d'apparence. Nous avons de très bons amis qui, par exemple, accordent une importance particulière à la parité. Ils arrivent dans une réunion, la parité n'est pas respectée. Au bureau, il n'y a pas autant d'hommes que de femmes. Mais c'est du cinéma! Il y a des réunions pour des raisons diverses qui font que c'est des hommes qui soient là. Il y a des réunions qui font que ce sont des femmes qui sont majoritaires. Ce qui est important, c'est est-ce que les gens qui sont là sont d'accord sur des véritables bases révolutionnaires et progressistes. C'est ça qui est important. Et nous sommes à l'aise pour le dire parce que, permettez-nous une petite satisfaction. En Martinique, quelle est la première liste qui a été également paritaire? Il y avait plus de femmes que d'hommes aux élections régionales. La loi sur la parité n'existait pas encore. C'était la liste du CNCP quand elle s'est présentée au régional. Donc on ne peut pas nous accuser de n'être pas pour l'égalité, la défense des droits stricts des femmes. Mais il ne faut pas qu'on utilise la grille de l'autre. Ce qui est important, c'est que ce monsieur-là, cette femme-là, sont-ils effectivement pour l'équité, l'égalité totale, le respect des droits, le respect de la personne humaine, homme ou femme? Si on est ça, on est sur la bonne grille. Mais si on regarde pour donner raison ou tort le sexe de la personne, comme c'est un homme, il a nécessairement raison, ou bien comme c'est une femme, elle a nécessairement raison, on est dans une grille
qu'il faut élaborer. Ces exemples-là sont, bon, c'est difficile de dire en très peu de mots, mais ce que je veux expliquer à travers, en les citant simplement, c'est que nous devons faire un examen de conscience sur est-ce que nous sommes véritablement débarrassés des idées imposées par l'autre, des grilles d'analyse qu'ils utilisent pour interpréter la société, ou bien si nous sommes capables d'aller au fond des choses, de construire notre propre grille pour dire, bon, comment être sûr que notre projet va dans le sens du développement du progrès de l'humanité. C'est ça la véritable question. Et toute décision que nous allons prendre dans notre projet politique, économique, hein, la répartition de ce que la société produit, hein, la protection des droits des femmes, le respect humain de l'un à l'autre, tout cela doit se baser sur la volonté de faire avancer l'ensemble de l'humanité vers un monde alternatif et nouveau. Ce qui signifie que ceux qui veulent sincèrement transformer le monde dans l'intérêt de l'humanité comprennent que c'est une guerre idéologique. Une guerre de classe que nous menons sur le front idéologique. Si on n'a pas des idées révolutionnaires, des idées scientifiques, on ne peut pas avoir des résultats attendus. Et cela exige de chacun d'entre nous la remise en cause honnête de ses certitudes, de sa façon de penser. Ça exige de nous que nous travaillions, que nous étudions, que nous réfléchissions, que nous partagions, que nous ayons de saines confrontations entre les gens qui ont des expériences différentes. Parce que, je termine sur ça, à aucun moment, et chaque fois je le répète, il ne s'agit de juger le fait que quelqu'un pense différemment et de notre vue qu'il puisse se tromper. L'essentiel, c'est que si nous sommes honnêtes et sincères, si nous cherchons à atteindre le même objectif, nous devons être capables de dire, oh, bon, et si on faisait le point sur ça? Et si nous nous assurions que nous tous utilisions des grilles d'analyse alternatives dans notre combat? Peut-être que nous ferions des bonds de géants beaucoup plus vite que nous ne pensons. Voilà donc le point de déconstruction que je voulais aborder aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et nous prenons rendez-vous pour une autre édition.